Envergure, salut, c'est Pierre. Vous êtes sur un nouvel épisode de Qui est aujourd'hui. On va s'intéresser à un joueur français. Et pour ce faire, je suis avec Chef Manu. Comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Et je suis avec Titouan qui est toujours en convalescence. Comment ça va, mon Titouan? Bah, ça va très bien. La convalescence avance. Ça va très bien. Rééducation avance et voilà. On attend bientôt de pouvoir refouler les parquets. Exactement. Je vais aller avec toi, Manu, pour la présentation d'un joueur à la tête bien faite. C'est ça, donc on va parler de Maxime Reynaud, donc le français connu pour avoir joué notamment avec Victor un peu à Nanterre. Ils ont tous les deux joué à Nanterre dans les catégories jeunes. Lui a décidé de partir aux États-Unis assez rapidement. Il a décidé d'aller à Stanford. Il a eu le choix d'aller à Stanford après son parcours scolaire français typique, où il était au lycée Henri IV, l'un des plus grands lycées français. Donc il décide de partir à Stanford. Il est sur sa 4e année à Stanford. C'est un joueur qui progresse d'année en année. Au début, il n'était pas forcément titulaire. Il joue que 5 matchs titulaires sur sa première saison et au fil des années, ça augmente. Et là, cette année, il est titulaire sur l'ensemble des rencontres. Ses statistiques aussi augmentent d'année en année. Donc ça, c'est un point assez positif aussi pour lui. Il est aussi passé par les équipes de France jeunes. Il a fait quelques compétitions, notamment les U20. Là, il y a 2 ans, le 2023, où ils ont gagné la médaille d'or. C'était en Grèce. Il a aussi fait une médaille de bronze au championnat U16 en 2019 et il était sélectionné pour le U17 le 2020, sauf que ça a été annulé pour cause de Covid. Donc voilà, un parcours assez complet niveau basket où il a un peu touché à tout au niveau français, national, au niveau NCAA, plus le niveau international avec l'équipe de France. Donc c'est un garçon qu'on a pu voir sur plusieurs contextes, donc c'est super intéressant et on voit qu'au niveau basket, ça progresse aussi d'année en année, donc c'est super intéressant. On va redonner ses statistiques de cette année. C'est 20,9 points, 11,5 rebonds, quasiment 2 passes, à 50% au tir, 35% à 3 points sur quasiment 5 tentatives par match et 72% au lancer franc. Pour le joueur de 2m16 et 113 kg qui est né en 2003. Titouan, parle-nous un petit peu du contexte de Stanford dans lequel il évolue depuis 4 ans. D'ailleurs, il fait 4 ans dans la même fac, c'est presque un ovni, rien que pour ça. Ouais, alors d'ailleurs, par rapport à ça, il avait intégré le portail de transfert, il me semble, l'année dernière. Et finalement, il a fait marche arrière, il a décidé de rester à Stanford. Stanford qui évolue du coup dans la ACC, donc qui est une des grosses conférences où il y a notamment North Carolina, il y a Duke, Syracuse, enfin voilà des gros programmes. Bon, Syracuse un peu moins en ce moment, mais des gros programmes NCAA. Donc c'est une conférence assez relevée et Stanford là-dedans, c'est une équipe assez moyenne où en fait depuis cette année, il est un peu livré à lui-même. Reynaud offensivement, il a beaucoup plus d'ailleurs de responsabilités. Stanford a changé de coach et c'est un jeu un peu plus typé NBA, enfin du moins un peu plus typé analytics, où il y a un peu plus de mouvements, de 3 points et de tirs près du cercle. Donc on va chercher des tirs plus rémunérateurs et on le voit, ça se transmet aussi sur Reynaud qui a beaucoup plus de responsabilités au scoring, qui a beaucoup plus de tickets shoot à 3 points. On voit que le volume a augmenté d'année en année et d'ailleurs c'est quelque chose qui va être assez intéressant à observer dans le cadre de sa projection en NBA parce que c'est un joueur qui fait 2m16, s'il peut avoir le shoot, ça peut intéresser beaucoup de scouts. Complètement. Manu, je vais partir avec toi. Qu'est-ce qui fait qu'on regarde Maxime Reynaud, hormis sa progression constante et son année assez incroyable qu'il est en train de faire? Pour moi, je vais m'attarder sur le tir et plus globalement l'apport du spacing. C'est un garçon qui permet d'écarter le jeu à un maximum et de permettre à ses coéquipiers, par exemple, de couper plus facilement parce que plus d'espace. Et c'est quelque chose qui fait vraiment de plus en plus. D'année en année, on voit qu'il augmente ses tentatives à 3 points. Cette année, tu l'as dit, il a quasiment à 5 tentatives par match,
alors que les années précédentes, il était entre 1 et 2. Et ça rentre aussi de plus en plus. Là, il est à 35% cette année, donc c'est plutôt correct pour un joueur de sa taille et qui n'est pas forcément amené de base à tirer comme ça de très loin. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me fait dire c'est un gros point positif pour lui. Et en plus de ça, cet apport du spacing, il peut le faire également par la passe. Ça, je vais laisser mon collègue en discuter. Mais c'est vraiment 2 points qui font qu'il est super intéressant dans cet apport du spacing pour son équipe. En fait, c'est beaucoup plus valuable pour son équipe. Elle tourne beaucoup mieux, ça apporte beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités. Donc, c'est super intéressant. Donc justement, la passe D est toute faite. Titouan, tu vas nous parler de la passe, je suppose. Alors la passe, je l'avais gardée dans les points à surveiller. Moi, j'avais un autre point fort en attendant. Moi, dans le point fort, j'avais mis la protection de cercle. Je trouve que c'est un très bon protecteur de cercle, même s'il pourrait, en fait, on pourrait s'attendre à mieux par rapport à sa taille, mais c'est un très bon protecteur de cercle qui a un bon timing, qui se place bien. Et alors, je sais pas si on peut faire un rapprochement avec les études qu'il fait, le fait qu'il soit à Stanford, mais ça a l'air d'être un joueur très cérébral, qui fait très peu de fautes. Il a 1,6 fautes par match cette saison. Et 1,9 sur 4 saisons NCAA, donc c'est assez peu quand même pour un intérieur, surtout qu'à autant de minutes, et qui est le principal protecteur de cercle. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui a pas mal de valeur, parce qu'un joueur qui peut protéger le cercle en faisant peu de fautes, c'est un joueur qui peut rester longtemps sur le terrain. Donc c'est intéressant pour lui comme pour son équipe, et on le voit très souvent d'ailleurs en NBA, quand il y a des jeunes intérieurs qui viennent, qui arrivent en NBA. Il y en a énormément qui ont des gros soucis de faute, et tant qu'ils n'ont pas corrigé ce souci de faute, il y a comme un plafond de verre en fait dans leur utilisation et dans leur potentiel défensif. Par contre, je mettrais quand même un petit astérix sur la défense du pick and roll, où je trouve qu'il est peu mobile et qu'il a une agilité dans la rotation des hanches qui est assez moyenne, et du coup ça l'oblige à faire du deep drop, donc vraiment à dropper mais en restant vraiment très loin pour rester proche du cercle, donc en restant très loin du porteur de balle. Je le trouve très bon dans ce principe de deep drop. Le problème, c'est qu'en NBA, le deep drop, ça marche bien quand tu as des arrières avec toi qui sont de très bons navigateurs d'écran. C'était ce que faisaient par exemple les Bucks avec Brook Lopez, parce que tu avais Jrue Holiday en navigateur d'écran. C'est ce que font les Celtics aussi avec Porzingis par exemple, ou Horford, parce que tu as White et Holiday qui peuvent dans le rôle de navigateur d'écran. Et en NBA, tu vas pas, enfin, c'est quand même tous les arrières ne sont pas des bons défenseurs extérieurs et des bons navigateurs d'écran. Et quand tu fais du deep drop, ça ouvre des opportunités de tir sur du pull-up. Et ça, en fait, on le voit en NBA, ça passe parce que des gros joueurs de pull-up efficaces, il n'y en a pas tant que ça. Mais en NBA, tu vas en avoir, t'en as quasiment un par franchise minimum. Donc voilà, donc dans cette utilisation, en fait, dans cette défense où il est obligé de drop beaucoup, parce qu'il n'a pas la mobilité de hanche pour edge le pick and roll, donc pour faire du edge ou même pour faire du switch. Du coup, en fait, il va être forcément dépendant de la qualité des défenseurs extérieurs de son équipe. Donc ça, c'est un petit point à surveiller dans son utilisation défensive. Mais sinon, dans l'utilisation, du coup, plutôt en low man, donc en protecteur de cercle qui reste proche du panier, c'est comme ça qu'il est utilisé d'ailleurs à Stanford. Il est plutôt très dissuasif, je trouve. Alors, je vais faire mon petit tweetos rabat-joie. Ouais, tu dis que c'est un bon protecteur de cercle, il a un compte par match. Bah, t'as de la dissuasion aussi, t'as toute la partie dissuasion. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a souvent cité quand on défendait le cas Rudy Gobert. Où Ouais. Rudy Gobert, il y a les contres. Les contres, c'est une chose, mais t'as aussi toute la partie dissuasion où les joueurs ne vont même pas shooter parce que tu es là, tu zones dans la raquette et qu'ils savent que si tu es là, en fait, ils veulent même pas essayer de shooter. Ou alors ils vont shooter, mais vont devoir se désaxer ou prendre une forme de shoot qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre pour justement passer au-dessus du contre et éviter le contre. Mais du coup, ça fait un tir qui est manqué ou qui est pas aussi efficace que ce qu'ils ont l'habitude de prendre auparavant. Il y a ça et il y a le standing reach et l'envergure qui sont très importantes aussi, qui font que justement, ça revient un peu à ce que dit Titouan, ça change la manière de tirer ou d'attaquer des adversaires. Ça, c'est super important aussi quand tu vois que tu attaques et que tu as un mec qui a un standing reach de quasi 4 ou tu as ses mains qui atteignent quasiment l'arceau,
ça dissuade totalement en fait. Donc il y a la protection de cercle, c'est un combiné de tout ça. Faut pas prendre en note que le contre. On se dit ouais, il a un contre ou moins d'un contre de moyenne par match. C'est un mauvais protecteur de cercle. Ça veut pas, il y a pas que ça, il y a un peu plus. D'ailleurs, c'est valable aussi dans l'autre sens, où pour ceux qui suivent la NBA depuis un certain temps se souviennent peut-être d'un certain Hassan Whiteside qui avait beaucoup de contres par match, mais qui n'était pas un si bon protecteur de cercle parce qu'en fait, lui par exemple, c'était quelqu'un qui sautait beaucoup sur les feintes et du coup qui avait tendance à essayer de contrer tout ce qui bouge, mais des fois la moindre feinte il allait sauter et soit il y avait faute, soit en fait il délaissait son joueur derrière lui pour aller contrer un autre joueur et du coup l'autre joueur avait plus qu'à faire la passe, à libérer voilà, ou alors ça libérait le rebond offensif pour les adversaires. Enfin, voilà, donc c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as beaucoup de comptes que tu es forcément un excellent protecteur de cercle. Je voulais qu'on apporte cette précision, donc cela est fait. Vous m'avez parlé d'attaque, de joueurs dits modernes qui shootent extérieur, d'un protecteur de cercle plus qu'intéressant. On n'a pas parlé de sa défense, mais peut-être que ça va y venir sur les points à travailler, je ne sais pas. Manu, t'es parti sur quoi sur les points à travailler? Point à travailler et point faible en même temps, pour moi, c'est sa gestion du contact où je trouve qu'il n'arrive pas du tout à tenir le contact ou à gagner ses duels physiquement. Et du coup, ça le pénalise énormément en défense. Et justement par rapport à cette protection de cercle, parce que j'avais un match en tête, que je regardais dernièrement le match contre California, où il se fait attaquer par tout le monde, les arrières ou les intérieurs, et à chaque fois il perd le duel. Tout le temps. Et du coup, c'est quasiment à 80%, panier encaissé. Le fait qu'il n'arrive pas à rester ancré au sol et qu'il manque de force sur le haut du corps, fait qu'il devient quasiment un point négatif en défense pour son équipe à cause de ça, parce qu'il est tout de suite ciblé. Et si une équipe NCAA arrive à le cibler, je me dis qu'en NBA, ça va être ça quasiment à chaque fois qu'il met les pieds sur le terrain. Et les joueurs NBA sont très forts là-dedans. Ça peut vraiment être un point négatif pour lui s'il n'arrive pas à travailler ça, parce que il va être attaqué par tout le monde constamment. Et là, tout de suite, en point négatif, ça va être panier encaissé sur panier encaissé. Et malgré ce qu'on a dit auparavant sur sa protection de cercle, ça peut dépeindre sur lui et le faire qu'il ait beaucoup moins de minutes et un rôle vraiment minime en fait dans une équipe NBA. Petit point, t'es parti sur quoi comme défaut? Alors le passing justement, on en a parlé un petit peu. Moi c'est plus un point à surveiller que un défaut parce que pour moi en fait c'est parce qu'il a montré des flashs et que je veux voir s'il les confirme ou pas. Parce que l'importance du passing chez les intérieurs dans la NBA actuelle et où il y a toujours plus de mouvements, de systèmes impliquant des intérieurs passeurs. Tu peux jouer des pick and roll inversés avec le petit qui pose un écran. Du coup ça permet d'optimiser en plus le spacing si tu as un joueur qui n'a pas spécialement le tir. Souvent c'est un intérieur et du coup s'il a la balle en main en tête de raquette, son défenseur est généralement le rim protecteur doit monter. Enfin bref, le passing a de plus en plus de valeur en NBA et encore plus chez les intérieurs. Et parce que même sans parler de Jokic qui est évidemment dans une autre galaxie, on voit beaucoup des Zubac, Hartenstein, Mobley qui en fait ont leur valeur en grande partie par leur capacité à faire du passing de bon niveau pour leur taille slash leur poste, on va dire. Et je trouve que Maxime Reynaud a montré de gros flashs au passing, notamment cette année, où là il est à 12,3% d'assist percentage en carrière. L'année dernière, il était même à 15%. Et il a un ratio assist par usage de 0,5 et un ratio assist turnover de quasi 0,8. Donc c'est pas exceptionnel. Ça, c'est pour la partie, voilà, je veux voir que ça progresse dans ces axes-là. Il y a un manque de variété. Il fait essentiellement des passes à deux mains. Même les passes, elles ont un manque de vélocité, de précision sur les longues passes. Par contre, dans le positif, et pour ça que je trouve qu'il y a des flashs et que je veux voir ce que ça peut donner sur de plus gros échantillons, c'est qu'on on le voit faire ces fameuses passes cross-courtes, là, les fameuses skip passes, qui, comme dit, manquent de vitesse et de précision, mais il a le mérite de les voir et de les faire sans se faire intercepter. Et on peut l'imaginer sur du short roll, par exemple, en NBA, surtout avec un meilleur spacing et plus de talent offensif autour de lui, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça se voit peut-être pas trop dans les stats, mais Stanford autour de lui, enfin voilà, il n'y a pas un gros talent offensif. Du coup, je pense que il y a quand même ces grandes skip passes
et parfois quelques pocket pass quand il y a des cuts de ses arrières, quand il a le ballon au poste, qui me font dire que même si le jeu de passe est pas énormément développé, il y a quand même quelque chose. Il a l'air de comprendre le jeu, d'avoir les bonnes lectures, de savoir où la balle doit aller. Et voilà. Et du coup, j'aimerais voir ça sur un plus gros échantillon et peut-être qu'avec un meilleur spacing en NBA, ça peut être intéressant de l'utiliser peut-être de temps en temps sur quelques séquences en hub offensif. Je veux juste compléter un petit peu sur le fait, je suis totalement d'accord sur ce côté playmaking et aussi sur le fait qu'il sait ce qu'il fait. Je ne sais pas si c'est forcément le bon terme que j'emploie, mais je vais juste rebondir sur le fait qu'il perd très peu de ballons aussi. Il a un peu plus de deux ballons perdus par match et un peu moins de 2 sur 4 saisons. Donc ça montre aussi un petit peu qu'il sait ce qu'il fait et qu'il le fait bien. Qui sait le timing, quand faire ses passes et qui voit bien le jeu autour de lui. Il a bien cette lecture de l'espace autour de lui et du jeu qui fait qu'il est toujours dans le timing qu'il faut et il a très très peu de pertes de balles. Donc je trouve que ça aussi c'est un point qu'on a souligner. Afin d'avoir une vision complète, qui peut nous décrire le type d'athlète que c'est? Parce qu'on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense, on n'a pas parlé du joueur en lui-même et de ses qualités physiques et athlétiques, on a juste dit qu'il avait des grands bras, une grande envergure. Bah, moi, c'était juste par rapport par exemple, au physique. T'en avais parlé un peu, Manu, mais moi, c'est quelque chose que j'avais relevé aussi, c'est que physiquement, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'il est plutôt solide du bas du corps, je trouve. Bon, il a les hanches un peu hautes et ça se voit d'ailleurs, j'en ai parlé, mais quand il doit défendre le pick and roll ou la rotation des hanches, l'agilité, c'est pas son fort. Mais par contre, sur le haut du corps, je trouve que, Emmanuel en a parlé, que ça manque un peu de force et c'est un peu frêle. Alors c'est bizarre à dire comme ça parce que c'est un joueur qui fait plus de 100 kilos. Je trouve qu'il y a une différence assez notable entre la force qui dégage du bas du corps et le côté assez fin, friable, je sais pas si je peux dire ça comme ça, du haut du Hmm. corps, qui est assez étonnante, je trouve. Est-ce qu'il arrive à être délié malgré sa taille? Parce qu'on a un peu ce cliché un petit peu de joueur de grande taille, joueur pas forcément très délié, très abouti au niveau moteur. Est-ce que c'est son cas ou pas du tout? Moi, je le trouve pas très à l'aise quand il doit se déplacer. Par exemple, même dans l'axe panier-panier, je trouve qu'il dégage pas j'allais dire une sérénité. Bon, il sait quand même mettre un pied devant l'autre, hein, mais ouais, je trouve, comme tu dis, il est pas extrêmement délié dans le mouvement de ses jambes quand il doit faire des changements de direction ou des choses comme ça. Ça marche. Je pense que du coup, on a un panorama un peu plus complet. On va passer sur la projection, messieurs. Comment vous le projetez ou pas d'ailleurs au niveau supérieur ou ailleurs? Dites-nous tout. On va commencer par Manu. Difficile à dire. Moi, je pense que dans le rôle, c'est, enfin pour moi, hein, au maximum, c'est un troisième pivot NBA, pas plus, du fait des sujets à aborder. Moi, ça me pose notamment cette gestion pour moi du contact, c'est un gros point faible. S'il n'arrive pas à remédier à ça, je pense que ce plafond, c'est vraiment ce troisième pivot NBA avec des peu de minutes, mais un rôle bien défini, par exemple basé sur son tir, parce qu'il peut jouer le pick and roll, peut jouer le pick and pop. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est ce jeu de passe qu'on a observé par Flash ces 4 dernières saisons montre qu'il peut être utile quand même sur des courtes périodes, voire plus si progression dans les points faibles qu'on a évoqués. Donc, j'aurais pas forcément de nom en tête, mais Ouais, pour moi, c'est vraiment ce rôle-là, un joueur de banc de deuxième unité. ça marche. Titouan, si tu en as, n'hésite pas. Et pareil, comment tu le projettes? Bah, dans la projection, j'avais un peu la même chose. En fait, alors je sais pas encore si j'achète son shoot, contrairement à Manu, je suis peut-être un peu moins haut, mais j'aimerais peut-être en voir un peu plus sur un plus gros échantillon, parce que c'est un joueur qui part quand même de très loin, en fait, au niveau du shoot. Ces premières années, il shootait quasiment pas. Enfin, le volume était insignifiant. Donc, par contre, je peux croire en son passing, peut-être pas comme un hub offensif avec de grosses responsabilités, mais sur du short roll, du main à main, voilà, des systèmes comme ça assez classiques. Je pense qu'il pourrait faire les bonnes lectures. Et du coup, dans la projection, par contre, je rejoins pas mal Manu. Pour moi, je pense qu'en NBA, ce sera pas un titulaire. À mon avis, on sera plus sur du
troisième pivot qui peut potentiellement gratter un poste de pivot backup, on va dire, en fonction des circonstances, du roster, de la compétitivité de l'équipe dans laquelle il se trouve. Et voilà, niveau comparaison, on en avait parlé un peu en off et moi je me l'étais noté. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Luke Cornett, qui lui aussi d'ailleurs avait montré des flashs de shoot à son début de carrière. Luke Cornett, je crois que quand il était au Knicks, ça shootait un peu. Et au Bulls aussi, complètement. Ouais. Et sinon, si on prend en compte le passing, Miles Plumlee, mais Plumlee c'est quand même plus costaud physiquement quand même. Je pense que par exemple Plumlee est un meilleur poseur d'écran. Mais il y a un peu. Les mêmes athlètes déjà. Ouais, non, c'est pas du tout les mêmes athlètes, mais dans le à moins que jeu, tu parles des autres frères Plumlee, et là, ça se défend. Mais voilà, du coup, je suis plus sur un troisième pivot, et si toutes les étoiles s'alignent, peut-être un peu de minutes backup, mais plus troisième pivot. Ouais. Est-ce qu'on va entendre son nom en juin prochain après les 30 premiers tours, messieurs? Je pense qu'il a une bonne chance de second tour. Parce qu'il apporte des choses qui donnent envie. Quand on voit un mec de 2016 qui shoot quand même à 35% à 3 points sur 5 tentatives et qui fait des passes, qui peut poser des contres, qui peut faire des écrans, qui reste quand même assez mobile sans être incroyable. Il y a un monde où c'est un très bon joueur NBA. Hein. En fait, si tout se connecte et les étoiles sont bien alignées, pour moi, il y a un monde où c'est un très bon joueur NBA, enfin avec une carrière décente. Donc je me dis, sur un deuxième tour, je pense que c'est jouable. Je suis plus sur deuxième tour aussi. En fait, ça va beaucoup dépendre d'à quel point tu achètes son tir ou son passing, ou les deux d'ailleurs. En fait, si tu crois à un des deux, tu peux même être sur du deuxième tour, tu peux même le tenter, parce que comme m'a dit Manu, avec cette taille-là, c'est toujours intéressant d'avoir un gars de 2m16 qui peut shooter ou passer, ou les deux. Si par contre tu n'y crois pas et que du coup tu te dis bah ça va juste être un rim runner, rim protecteur, dans ce cas je pense que ça peut tomber bien plus bas, parce que je pourrais trouver ce genre de profil, mais qui serait peut-être plus élite que lui dans la protection de cercle par exemple, ou peut-être plus mobile, ou peut-être plus vertical, plus explosif. Donc ça dépend à quel point tu achètes le tir ou la passe, ou les deux. Pour finir, peut-être qu'on va parler un petit peu de son cursus, parce qu'il a étudié l'astronomie, donc il est sorti d'Henri IV, comme tu l'as dit Manu, et on sent que c'est un nice guy, l'ami Maxime Reynaud. On l'a vu notamment une vidéo qui a été un petit peu virale là où il est interviewé après un match, après une victoire contre Virginia, je crois, où il y a un fan derrière lui, un jeune fan de je sais pas 7-8 ans qui est là, qui fait des grimaces et tout, et en fait il le fait venir et il l'interviewe. C'était un moment assez sympa. Donc peut-être que ça aussi, dans le processus de draft, ça peut avoir son importance, d'avoir si c'est un joueur qui sait exactement qui il est et ce qu'il peut faire. Ça peut aussi être un truc bien pour lui. Messieurs, on va s'arrêter là sur Maxime Reynaud. Merci beaucoup pour vos éclairages, toujours de qualité. Et puis, n'oubliez pas de liker, chers auditeurs, partagez, taguez vos potes qui ne connaissent pas le pivot français. Et puis, nous, on se retrouve évidemment très vite. À bientôt. Des bisous. Bye bye. Ciao.